y a une dame qui travaille avec Amixem qui m'a appelé en disant Hello, est-ce que tu serais dispo dès la semaine prochaine pour venir shooter Et en fait, tu te rends compte que la vidéo YouTube, c'est un tout petit maillon d'une immense campagne qui a pris des mois de travail, de recherche, de stratégie, d'idéation. Et j'ai fait 6 mois où je travaillais 90-95 heures par semaine. Ouais, en fait, en 2 heures de travail, ça me fait quasiment 1 mois de contenu, quoi. Ça, c'est vraiment un game changer. Bon, aujourd'hui, on va encore parler de création de contenu, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Et avec mon invité du jour, c'est pareil. Il s'appelle Jean-Baptiste Roger et il est tombé dans la grande marmite de la création de contenu déjà dans ses études, en rejoignant notamment la team de Amixem, le YouTuber. Il vous racontera dans cet épisode là comment il faisait des vidéos de chars qui roulaient sur des voitures. Ça, c'est pour plus tard, mais ensemble, on a parlé de création de contenu, on a parlé de son podcast qu'il a lancé pour lui-même, mais aussi pour se faire un petit peu les dents sur ce moyen de créer du contenu pour ensuite le proposer à ses clients, parce qu'il a aussi son agence de création de contenu qui s'appelle Pilea Agency et qui aide les entreprises ou les individus en fait à faire du contenu au format vertical. Donc évidemment, c'est également un sujet qui m'intéressait. Comme d'hab, vous savez, c'est full value. Vous allez trop kiffer, en tout cas je l'espère, et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne écoute. Tout simplement, JB, quoi de neuf? Salut Gaëtan. Tout va bien. Je suis ravi d'être sur le podcast avec toi aujourd'hui et j'ai hâte qu'on parle de créa, de social ads et comment on a deux jobs qui sont très complémentaires. Ouais, c'est clair que niveau création de contenu, on doit avoir pas mal d'atomes crochus. C'est vrai que je suis plus versé sur la publicité en ligne, mais ton profil m'intéresse beaucoup parce que même pour être retourné récemment là un petit peu sur ton parcours LinkedIn et tout, j'ai un peu halluciné. On va en parler, mais j'ai pris des notes et tu me corriges si je me trompe. Donc déjà, bravo parce que tout récemment, tu es diplômé de l'école sup digitale, c'est ça? C'est ça. 16,7 sur 20? Ouais, j'ai été major de promo. Mais j'en ai fait vraiment une ambition personnelle parce que j'ai fait les 5 années dans l'école et je voyais pas quelqu'un d'une autre école arriver, être major, faire le discours devant tout le monde et tout, alors que ça fait 6 ans que je suis dans les mêmes locaux. Donc je me suis mis le challenge et je voulais être premier juste pour le discours, donc voilà. Parce que c'est pas le parcours classique, genre tu peux arriver ouais, il y en a qui milieu arrivent, tu vois, on est sur un master créa, donc il y en a qui arrivent par exemple d'autres écoles du groupe ou alors même totalement d'écoles extérieures, etc. Donc je voulais que ce soit, c'était mon école, je suis le plus ancien de tous les locaux, donc c'était à moi de faire le discours de le daron qui fait son discours, Steve Jobs devant Stanford. Un peu ça. Pour en arriver là, je te fais un petit peu ton CV LinkedIn, mais donc tu as commencé par quand même faire du cadrage, montage pour des chaînes YouTube bien connues aujourd'hui, des Amixem, Joyka et compagnie. Ouais. Comment t'es tombé là-dessus? En fait, j'ai pris pour la première année dans cette école, justement, j'avais un stage à faire. Et le premier stage que j'ai fait, je l'ai fait à Reims, parce que là, j'habite à Reims actuellement, entre Reims et Paris. Et donc, j'ai pris une petite boîte de prod qui faisait des vidéos d'entreprise, tu vois, des trucs tout simples pour faire mon stage de 2 mois. Et au final, ça s'est pas super bien passé, j'étais pas très à l'aise et puis j'avais énormément de travail et puis lui il a pris des vacances pendant 1 mois sur les 2 mois de stage, donc au final tu vois j'ai pas été très comblé de cette expérience. Donc je suis allé voir mon directeur pédagogique et je lui ai dit est-ce que tu n'aurais pas moyen de me faire une autre convention de stage pendant l'été, que je puisse refaire 2 mois, 3 mois de stage en plus. Et en revenant de vacances avec mes potes, il y a une dame qui travaille avec Amixem qui m'a appelé en disant Hello, est-ce que tu serais dispo dès la semaine prochaine pour venir shooter parce que nos monteurs aussi veulent prendre des vacances, on a besoin de roulement, etc. Et du coup, je suis parti. Mon directeur pédagogique avait fait le lien en fait derrière moi et elle m'avait contacté pour trouver cette opportunité. Donc je suis arrivé à Angers et à Angers en 3 jours on a mis la caméra, on a mis genre 4 caméras, des dizaines de GoPro dans des sacs à dos et on est parti en Angleterre pour faire la première vraie vidéo YouTube sur laquelle j'ai travaillé, où on a écrasé des voitures avec des chars d'assaut avec Amixem. Et puis ensuite pendant tout l'été on a fait des vidéos très très drôles avec Joyka, Mastu,
Neoxy, Amixem et puis aussi Vodka aussi à l'époque qui était dans la Redbox. Donc voilà, c'était ma première année de stage qui m'a mis les pieds dans le grand bain des créateurs de contenu. Ouais, tu m'étonnes qu'avec une histoire comme ça, tu pouvais pas te permettre de pas être major de promo, quoi. Bah, en fait, tu passes tout de suite par le côté passion. C'est-à-dire que t'es plus vraiment à l'école. Quand t'as une expérience comme ça, tu te dis, ok, genre le digital et ma carrière ou l'école dans laquelle je suis va me permettre de faire tout ce genre de trucs-là. Tout de suite, tu pars côté passion et t'as pas l'impression de travailler, tu vois. T'es vraiment genre que du kiff. Donc pour toi, justement, quand tu es arrivé dans cette école, c'était très clair, c'est ce que tu voulais faire? Ou en fait, tu as eu un peu ce catalyseur en mode ouh là là, ce qui m'arrive, c'est un truc de ouf, je vais en faire ma vie, un peu révélation, quoi. Bah, en vrai, à la base, je voulais faire physique-chimie. Mhm. Donc, j'avais cherché des licences à Paris pour faire de la physique, etc. Et je faisais des vidéos de skate et de trottinette pour mes potes à l'époque. Et du coup, ça, c'est cette passion-là du digital. Tu vois, t'apprends le montage un peu tout seul, Mhm. YouTube, créateur et tout ça. Et bah, je suis tombé dedans et je me suis dit, bon, bah, en attendant les réponses de cette école de physique-chimie, au final, j'ai postulé pour l'école du digital et en me disant, au pire, vu que je crois que le digital va rester là pendant un long moment, je pourrais retourner à faire de la physique-chimie par le digital, tu vois, en me disant Mhm. peut-être que je ferais du dev dans l'industrie de la physique-chimie, ce genre de truc. Donc à la base, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est les montages vidéo et la trotte et le skate qui m'ont fait tomber dans la création de contenu et le digital, quoi. Ok, et quand tu es rentré dans ce premier ou plutôt premier stage bis euh, de full YouTube à écraser des voitures avec des chars, genre les chaînes, elles en étaient où concrètement? C'était déjà bien établi, ils avaient des process et tout? Ouais, ouais. Ouais. En vrai, j'arrive au moment où Amixem, il doit avoir 2,5 millions d'abonnés, 3 Mhm. millions. Ouais, peut-être 2,7 millions, quelque chose comme ça. Donc là, il doit être à 8, si je dis pas de bêtises, on est 6 ans plus tard. Donc la croissance, elle est exponentielle. Mais j'arrive à un moment où ils n'ont rien à prouver, tu vois. Ils viennent d'acheter la Redbox, ils ont des remboursements de malades parce que les locaux sont exceptionnels. Tout le monde a des employés, des managers, tout dans la Redbox, l'écosystème est super clean. Et vraiment, j'arrive dans ce truc-là en me disant, waouh, en fait, c'est un métier, il y a des gens qui en vivent. Et il n'y a pas que le mec devant la caméra qui arrive à vivre de YouTube, il y a aussi 4 monteurs, 2 graphistes, 2 personnes qui s'occupent de la prod, des personnes en influence, des personnes qui s'occupent du merch. Il y avait tout un écosystème que je découvrais en poussant la porte, quoi, tu vois. Alors ça, franchement, c'est un truc de ouf. Je pense on pourra y revenir, mais j'ai pas trop envie non plus de partir dans tous les sens. Euh, mais là, tu me donnes trop d'idées, c'est waouh. Euh, Juste, je vais poursuivre sur ton CV. Cette expérience, je sais pas à quel point elle a été un peu déclencheur ou le petit sésame qui t'a permis d'aller à la suite, mais je vois que tu as travaillé en tant que directeur artistique pour une branche de Google, si j'ai bien compris. Alors, en fait, j'ai fait un stage et une alternance dans une grosse agence de pub à Paris qui Ouais, s'appelait Derwin avant, qui a été racheté par MediaMonks. ouais. Et j'ai fait de la direction artistique et du motion design et de la vidéo sur les réseaux sociaux pour Google Agriculture. Mhm, Et ensuite, via l'interface de Google Agriculture, il y a certains posts que j'ai fait qui ont été republiés sur les comptes Instagram de Google Monde, etc. J'ai fait pour PlayStation France, pour Netflix France. Et pour Spotify, on a fait des campagnes. On a travaillé aussi sur plein de clients, plein d'appels d'offres comme Riot Games, William Lawson de l'alcool, enfin tu vois, tous les clients de mhm, l'agence. Et c'est vrai que cette expérience avec les créateurs de contenu m'a fait comprendre qu'en fait, c'était toujours inscrit dans une campagne d'une marque qui avait un besoin de nouveaux produits. Et je me suis dit, mais en fait, la creator economy, elle existe principalement par la pub et par les annonceurs. Et du coup, je me suis dit, qui va me permettre de découvrir le plus d'annonceurs et de comprendre comment fonctionne le mieux tout cet écosystème, bah, c'est les grosses agences parisiennes. Et du mhm. coup, je suis parti, après avoir fait les créateurs de contenu, j'ai fait ceux qui font travailler les créateurs de contenu, les agences. Et je me suis dit, il faut franchement que je comprenne tout l'écosystème et pas que je reste Mhm. aveugle de ça. Et c'est pour ça que je suis arrivé chez Darwin et j'ai travaillé sur tous ces clients absolument géniaux et j'ai beaucoup compris comment ça fonctionnait.
Dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as compris? Alors concrètement, on va avoir tout le process de création où à la base, on va avoir beaucoup de créatifs en duo, par exemple un directeur artistique et un copywriter ou un CR qui vont travailler ensemble pour proposer des idées, pitcher peut-être 3 axes de création, d'autres duos qui vont faire la même chose. Et c'est ces axes de création-là qui vont être travaillés par le directeur créatif et ensuite présentés au client. Et ceux qui sont présentés au client et validés vont être budgétisés par la prod. Et ensuite, la prod va dire bon, bah, quel influenceur en fait travailler pour mettre en place cette campagne, etc. Et en fait, tu te rends compte que la vidéo YouTube, c'est un tout petit maillon d'une immense campagne qui a pris des mois de travail, de recherche, de stratégie, d'idéation. Et vraiment, tu vois, autant quand j'ouvrais la porte de chez Amixem et je découvrais 5-6 jobs en me disant, ouais, en fait, c'est un métier. Là, en ouvrant la porte de l'agence, j'ai découvert des centaines de jobs et de boîtes et de manières de travailler. Et j'ai fait, ouais, en fait, l'industrie, elle est énorme et beaucoup plus structurée que ce que j'imaginais en mode, t'as un mec sur Twitter qui dit, oh, ce serait drôle que Burger King il fasse ça avec McDo. Et ensuite, tu as un vidéaste qui fait une vidéo et bam, ils mettent sur la télé, tu vois. En fait, non, il y a tellement de process qu'on ne soupçonne même pas, en fait, quand on n'est pas dedans. Et ça t'a pas fait un petit peu peur de te dire que, je sais pas, le voile tombe, YouTube, c'est pas juste un jeu pour les enfants où tu te filmes et tu mets une vidéo et puis si tu as de la chance, ça explose. En fait, c'est quelque chose de très sérieux et le média, en fait, c'est beaucoup plus structuré que tu pensais. Comment tu l'as ressenti, ça, en fait? Bah, je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, en fait, je peux en faire ma carrière. Parce que tu vois, mes 2 parents, ils sont dans le droit. J'ai dû me battre pour partir vers le digital. C'était pas vraiment une industrie safe, etc. Et au final, je me suis retrouvé à me dire, en fait, il y a tellement de jobs, il y a tellement d'argent, il y a tellement d'opportunités. Et aussi, c'est pas limitrophe à certains pays, etc. C'est vraiment genre international. La seule limite, c'est quasiment la langue. Et encore, tu vois, on voit des MrBeast aujourd'hui où ils ont même plus la limite de la langue. Oui. Et j'ai compris en fait que ça pouvait être une voie viable où je pouvais et m'épanouir et en faire mon métier, tu vois. C'est plutôt un terme de réassurance qu'une peur. Ça m'a plutôt mis en face d'un gros challenge que je voulais choper, plutôt que de me dire oh la vache, en fait, YouTube, c'est pas que ça. Ok. À chaque fois, je pose des questions un petit peu entre guillemets piégeuses où tu verras. Peut-être que tout à l'heure, je prendrai le parti, comment on dit, je me fais l'avocat du diable. Ouais. C'est un thème récurrent dans mon podcast, mais aussi parce que si tu veux, mes invités, ils sont toujours à plusieurs steps d'avance sur moi dans leur domaine. Et si tu veux, je me mets du point de vue de la personne qui va écouter ce podcast et qui se dit ouais, d'accord, mais si moi je travaille pas pour Amixem et que je rentre dans une grande agence parisienne, c'est mort, quoi. Donc est-ce que ça reste possible, tu vois? Ah oui, mais ça reste possible. Aujourd'hui, les agences, elles vont travailler sur les nouveaux canaux. Tu vois, il y a Threads qui est sorti, il y a TikTok. Là, je viens de voir passer juste avant qu'on démarre le podcast des agences de création de contenu comme la mienne qui recrutaient des TikTok brand managers, tu vois. Et la seule critère qu'ils demandaient sur la fiche de poste, c'était montrez-nous votre compte TikTok. C'est-à-dire qu'ils voulaient juste quelqu'un qui a compris les codes, qui a créé du contenu. Et ça, le prérequis, c'est pas d'avoir rencontré Amixem et d'avoir travaillé sur des grosses agences, c'est d'avoir compris les codes et mis du travail perso et du temps pour créer une plateforme sur tel ou tel réseau. Si vous avez un compte Instagram fan de je sais pas quelle série Stranger Things et que vous avez 40 000 abonnés, vous publiez des stories, vous avez compris les codes et vous fédérez une communauté, vous allez voir n'importe quelle agence de communication en disant moi je suis déjà community manager passionné, filez-moi n'importe quelle autre marque et je le ferai en fait. Et ça, c'est à la portée de tous. Et j'ai rencontré plusieurs créateurs, créatrices d'agences où je vois il y a un espèce de modèle qui se reproduit où tu as un ou deux influenceurs qui comprennent rapidement les codes d'une plateforme, qui vont plus ou moins percer dessus et en fait complètement zapper leur contenu perso sur la chaîne et le mettre au service d'une entreprise et ça cartonne comme ça. Donc ouais, en fait le cheminement est le même, quoi. Tu commences par la création de contenu et l'expérience tu l'as fait comme ça, quoi.
Moi, j'ai démarré, je crois que la chose qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir publié des vidéos sur YouTube qui faisaient 100 vues, qui faisaient 50 vues, qui servaient à rien. Et ça m'a juste entraîné mon muscle créatif. Et je suis arrivé au stade où après avoir fait ces vidéos-là, bah, en fait, quand mon directeur pédagogique il a envoyé mon profil à Amixem, ils ont regardé que je publiais des vidéos depuis 3 ans et que je continuais. Et que même si c'était des vidéos, des fois de cuisine, des fois de steak, des fois de machin, bah, au final, c'était juste la volonté de créer et d'entraîner ce muscle de création de contenu. Et ça, c'était un gage beaucoup plus important que n'importe quel diplôme, tu vois. Bah justement, on va diffuser la vidéo du steak YouTube. Je plaisante. Genre, moment interlude YouTube. Non, mais en tout cas, très, très, très cool en fait comme expérience. Et puis, on voit que il y a différents chemins pour y parvenir. On y reviendra en longueur, je pense, parce que je sais que récemment, tu as fait un petit challenge de création de contenu, mais j'en dis pas plus avant tout à l'heure. Je voulais revenir sur un truc qui a retenu mon attention. VaynerMedia. Moi, j'aime beaucoup Gary Vaynerchuk. Lui, c'est peut-être le mec qui parle le plus de création de contenu au monde, qui en publie le plus, rattrapé par des Hormozy et YouTube sur les différentes plateformes, et YouTube et MrBeast. Ouais. C'est une grosse boîte. Toi, qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'est colossal. Après avoir fait mes alternances dans ces agences-là, j'ai aussi voulu, pour me vérifier mes choix de carrière plus facilement, me dire, ok, il me manque l'annonceur et la start-up. Donc sur mes 2 alternances qu'on suivi pour finir mes études, j'ai fait la start-up et j'ai fait l'annonceur. Et ensuite, j'ai terminé mon contrat en avance de mon dernier contrat, parce que j'avais eu cette opportunité-là en freelance qui est tombée, où VaynerMedia était venu me chercher sur LinkedIn en me disant « On a vu ta création de contenu sur TikTok, on a vu ta création de contenu sur YouTube. » Et je parle de ça, j'avais peut-être 150 abonnés sur YouTube. C'est accessible à tout le monde. J'ai peut-être 50 vidéos, mais j'avais 150 abonnés à tout péter. Okay. Et c'est juste que la qualité des contenus ne reflétait pas, j'ai pas eu l'audience que méritait la qualité de mes contenus, mais en même temps, moi, je sais pas ce que je cherchais, j'en vivais pas, juste publier par passion, tu vois. Ouais. Et ça m'a permis d'être repéré par VaynerMedia, qui m'ont dit, ok, tu fais du contenu qu'on veut, et on voudrait que tu le crées pour un de nos clients, mais que tu sois en gros un créateur internalisé et pas un influenceur qui publie sur sa propre plateforme. Donc, c'était un peu au début de cette trend de l'UGC, mais ça ne s'appelle pas de l'UGC, c'est plutôt des créateurs internalisés, tu vois. Donc j'avais un contrat où je devais proposer une 30aine d'idées par semaine, que ce soit des tweets, des posts LinkedIn, des posts Instagram, des TikTok, des Reels, des photos, etc. Donc vraiment de la création de contenu omnicanal pour un de leurs clients qui s'appelle... alors c'est Indeed France. Et donc je faisais des decks de présentation avec des mock-ups d'idées, on les validait ensemble avec l'équipe Indeed et Vayner, et ensuite je me mettais sur le tournage et c'était publié la semaine d'après, on avait une semaine de roulement, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte, alors non pas pour dire que MediaMonks c'est pas gros, mais tu vois, il doit y avoir une centaine d'employés sur le truc à Paris, et ça m'a déjà pris une claque. Mais alors, VaynerMedia, c'est autre chose. Tu as le pôle IMEA, tu as le pôle US, tu as le pôle Canada, tu as le pôle Eurasie, et tout ça. Il y a des directeurs de chaque groupe. Chaque client a son propre directeur. Chaque directeur a 3 clients. En dessous, tu as 5 ou 6 directeurs créatifs par client pour pouvoir avoir un directeur créatif Instagram, un LinkedIn, un TikTok. Et ensuite, tu as 2 ou 3 créateurs avec un copywriter, avec un graphiste, avec un motion designer sous chaque branche. Donc, c'est vraiment une galaxie immense où je me suis retrouvé, moi, en tant que créateur de contenu internalisé, à donner des idées et être la tête des TikTok, tu vois. Donc, je filmais, c'était ma tête, et il y en a où ça perçait en organique, il y en a où on faisait des tests en mettant du budget. Et on a réussi à monter le compte Indeed France sur TikTok pendant 3 ou 4 mois. Et j'ai travaillé 6 mois avec VaynerMedia en freelance avant de décider de quitter et de démarrer mon agence.
Alors, ton agence, on y vient juste après, mais là, tu m'as dit des trucs trop intéressants. J'ai quelques questions, j'aimerais creuser un petit peu. Dis-moi. VaynerMedia, est-ce que c'était exigeant? C'était très exigeant. Par contre, ça l'était pour une raison, c'est parce qu'ils payent 2 fois plus que le marché, tu vois. Et du coup, ils disent, il n'y a pas de problème, hein. On te paye 2 fois plus que ce que tu demandes. C'est-à-dire que moi, j'avais demandé un prix, ils m'ont dit, bah, on propose ça, mais par contre, on a ça et ça comme attente. Et j'ai fait, waouh, ok les gars, mais le problème, c'est que là, ça veut dire que je vais travailler 50 heures par semaine, tu vois. Et de l'autre côté, j'avais aussi d'autres clients en freelance chez qui j'avais des contrats à 15, 20, 30 heures par semaine. Donc, je me suis dit, ok, bon, bah, j'accepte. Et j'ai fait 6 mois où je travaillais 90, 95 heures par semaine. Ouf. Avec le décalage horaire. J'arrivais à 7 heures au matin au bureau de mon premier client. Je travaillais jusqu'à 10 heures. Je faisais les réunions avec Vayner. Pendant la pause midi, je travaillais pour l'autre, etc. Mais en attendant, leurs exigences, elles étaient telles que c'était des exigences à la performance et au travail fourni. Pas en termes d'heures travaillées, tu vois. Mais et ils attendaient en fait de moi de la proactivité, une perfection pixel perfect sur les mock-ups, pas une faute. Tout ce que je donne n'a pas besoin d'être vérifié et pourrait être publié à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mock-up en mode dégueulasse, gribouillon, machin comme ça. C'est chaque étape, même la première présentation au client de l'idée, doit pouvoir être publiée instant s'il y a une temporalité un peu exigeante ou si le client fait un coup de cœur. Il faut que chaque version soit publiable. Tu vois, il n'y a pas de temps de travail qui est accordé. C'est la vitesse qui prime. Et c'est pour ça que c'est la plus grosse exigence, c'est que il n'y a pas de cycle de validation, tu vois. Contrairement à la galaxie de métiers qui travaillent dessus, moi, créateur de contenu, je pouvais shooter un TikTok et le publier directement sur le compte parce qu'il me faisait confiance, tu vois. Et c'est aussi ce niveau de confiance et de responsabilité qui fait que du coup, tu as une pression et une exigence énorme et qui fait que tu as une rémunération et du travail aussi à fournir qui est hors norme aussi. Et par rapport à ce niveau d'exigence, est-ce que, je sais pas, c'était pas un peu contre-productif ou est-ce que ça allait pas un peu à l'encontre de ce que tu faisais, par exemple, créer ton contenu, parce que tu créais du propre contenu, ce qui t'a amené du Joyka, mais ce qui t'a amené du VaynerMedia aussi. Là, j'imagine, tu te retrouves à faire du 90 heures par semaine, tu as dû y laisser des plumes, quoi. Bah, je savais que c'était temporaire, donc ça me dérangeait pas. Et l'avantage que j'avais, c'était que ma création de contenu, celle pour VaynerMedia et les clients de Vayner, et ce que je faisais pour les clients, c'était 3 choses très différentes dans ma tête. Le premier client, c'était de l'AR et de la réalité augmentée avec Atomic. Donc ça, c'était très tech, très dev, très créa. Alors que l'autre, c'était très idéation, très vidéo. Et puis ma création de contenu à moi, tu vois, j'ai mon process qui est bien rodé où je peux poster une vidéo TikTok en 5 minutes. Donc je m'obligeais un quart d'heure tous les matins et puis je publiais mes 3 vidéos de la journée comme ça. Et c'est vrai que j'avais prévu de démarrer à la fin de mes études ma boîte. Et donc je savais que mon échéance, elle arrivait 6 mois devant moi. Donc c'était beaucoup plus facile de mettre 90 heures par semaine en se disant j'ai 6 mois devant moi plutôt que se dire putain je vais faire un burn-out si ça continue trop mode trop, tu vois. Ok. Donc, j'ai pris la décision en conscience en me disant ok, gros challenge, opportunité de dingue, je dis oui à tout. Je vais travailler comme un malade mental, j'annule mes vacances, ma copine attendra, voilà, tu vois, tout ça qui va avec. Mais du coup, j'ai pris cette décision en conscience, quoi. Ok. Du coup, maintenant qu'on sait ça, tu nous as dit que voilà, le jalon de fin était déterminé et toi, la suite était déjà plus ou moins claire dans ta tête, si j'ai bien compris, c'était ouvrir une agence, Pilea. Dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé, la genèse. Bah, franchement, c'était plutôt pour valider mon sentiment et ce que je voulais faire. Mais depuis le début, depuis que je suis sorti de chez Amixem, je savais que je voulais faire de la création de contenu. Mais ça restait très trouble. Et c'est pour ça que je voulais quand même finir mes études correctement, même si j'aurais eu des opportunités avant, etc. Donc, j'avais la création de contenu et j'avais le côté agence. Et j'ai validé avec côté annonceur et côté startup pour voir vraiment tout l'écosystème.
Et après avoir fini tout ça et fait ces 6 mois de freelance dont je viens de te parler, c'était sûr et certain pour moi que déjà mes compétences étaient voulues, parce que tu vois, VaynerMedia était venu me chercher, c'était quelque chose qui était en tendance, on voyait l'UGC qui monte et tout ça, que j'étais capable de délivrer pour des gros acteurs du marché, et en plus de ça, que j'avais un feeling, une passion pour le domaine, tu vois, de m'être fait repérer par JK avec, par Amixem avec 150 abonnés, tu vois, genre. Donc, tout ça réuni, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire des vidéos sur les réseaux, de la création de contenu de manière générale, mais pour les entrepreneurs et les entreprises. J'ai pas forcément envie de devenir créateur de contenu, même si, tu vois, je continue à créer sur tous mes réseaux, etc. Mais mon but premier, c'est plutôt d'avoir des plateformes pour prouver à mes clients que je peux le faire pour eux. Donc mon compte TikTok, il a 20 000 abonnés, et j'ai pris une des niches qui me passionnait à ce moment-là, j'ai pris l'IA, paf, je suis monté à 20 000 abonnés en 2 mois et demi, et du coup maintenant c'est un peu ma preuve de dire n'importe quel client, je peux l'amener parce que je l'ai fait pour moi. C'est pareil pour le podcast, tu vois, moi j'ai monté mon podcast en me disant, je vais accompagner les streamers, podcasteurs, créateurs de contenu aussi, il faut que je me mette dans leur bottes. Et du coup j'ai créé mon podcast, j'ai créé mon TikTok, et donc c'est exactement ça. Pilea, c'est vraiment le mix entre de la stratégie, du conseil et de l'accompagnement, parce que je l'ai déjà fait avec d'autres créateurs de contenu, et le côté technique de juste, on vient tourner, on fait du montage et on publie pour toi sur tes réseaux, pour déléguer aussi cette charge de travail à des entreprises, entrepreneurs et créateurs de contenu, quoi, tu vois. Je ne peux que valider cette approche parce que pour moi, ça a été vraiment le déclencheur de créer une chaîne TikTok et de faire de la publicité sur mes propres contenus avant de commencer à vendre ça à mes clients. Et ça paraît basique, mais tout le monde ne le fait pas. et ça fait une belle différence. En tout cas, ouais, parmi tout ce que tu as dit, par rapport à ton parcours qui valide la chose, les projets perso que tu lances, super important aussi pour asseoir ta crédibilité auprès d'un client. Donc, Pilea, agence de contenu, qu'est-ce qui te distingue d'agence marketing 360? On a parlé du GC. J'ai pas l'impression que ce soit spécialement une agence du GC. Pilea, c'est plus du contenu natif, contenu organique. Dis-moi un petit peu qu'est-ce qui fait Pilea Agency. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai accepté cette interview sur le podcast, c'est que je suis très très peu dans la démarche paid. Je suis plutôt dans l'organique où on va aller chercher à répondre à des questions, avoir une stratégie un peu SEO, de faire des contenus evergreen et en même temps de faire des trucs très top of funnel avec du TikTok très viral et très catchy, etc. Mais ce qui nous différencie, c'est qu'on ne fait pas juste du TikTok très viral et très catchy. On n'est pas juste une agence YouTube où on te propose des miniatures à 100 balles et des montages YouTube où on te met le MP4 sur un drive. C'est que j'essaye d'avoir vraiment cette vision globale de dire, ok, c'est quoi ton objectif en tant qu'entrepreneur ? Et si on prend par exemple une de mes clientes récemment, elle vient de sortir son livre, elle est chercheuse, etc. Et elle dit, moi ce que je veux, c'est asseoir ma crédibilité et faire des ventes sur mon livre. Et tu vois, et ça c'était ok, du coup on a un objectif conversion et notoriété. Du coup on a créé des vidéos pour TikTok pour la notoriété, on a fait des choses très punchy, on a repris certains éléments très clivants de son livre et on en a fait des formats TikTok. C'est ça l'avantage d'avoir une auteure, c'est que du coup elle a un livre de 250 pages de points et de bullet points qu'on peut retransformer en vidéo. Et ensuite là, on va créer une stratégie YouTube qui est beaucoup plus dans la recherche avec un objectif de conversion et tu vois, on met ça en place en fonction de ses objectifs à elle et pas juste, et c'est ça aussi qui est difficile, c'est que tu as des clients qui disent « Ok, moi je veux créer un compte YouTube. » Et tu leur dis « Mais pourquoi faire ?»« Ah non, mais moi je veux des conversions. »« Ah oui, mais peut-être que YouTube, c'est pas forcément votre meilleur canal, tu vois. » Et moi, ce que j'ai beaucoup de mal à faire, mais qui est l'essence de mon job, c'est de leur dire non, on va pas faire ce que vous demandez, on va faire ce que votre audience demande pour vous apporter les résultats. Donc, il y a tout un travail de recherche. Et ensuite, on arrive au moment où on leur dit ok, votre strat, c'est sûrement 80% TikTok, 20% comme ça. Vous ferez du contenu sur LinkedIn qui fera ça, ça, ça. Et on met en place un Notion, on met en place tout un accompagnement avec un chef de projet dédié pour que l'entrepreneur
il est juste, entre guillemets, à avoir les idées, créer le contenu. Et nous, on s'occupe de la miniature, du YouTube, du TikTok, de publier tout ça, de trouver des idées pour les prochains contenus en fonction des résultats. Donc en gros, on est vraiment un accompagnement, que ce soit dans la strat et dans la technique, plutôt que juste un prestataire où tu nous dis je veux une chaîne YouTube avec 10 vidéos et on te produit 10 vidéos, tu vois. Bah justement, tu vois, tu as parlé de deux choses, de paid versus organique et de résultat. En paid, généralement, le résultat, il est plutôt très clair. E-commerce, tu veux des ventes rentables. Génération de leads, tu veux des leads rentables. Ouais. Et branding, bah, tu veux toucher un maximum de personnes. Ça me fait faire le pont avec ce que toi tu proposes. En gros, je me pose la question numéro 1, c'est quoi les résultats? Vu qu'apparemment le delivery, c'est pas créer une chaîne YouTube avec 10 vidéos, ça va au-delà de ça. Et deuxièmement, par exemple, est-ce que s'il y a un résultat, c'est des vues peut-être? Est-ce qu'il t'arrive de garantir des vues et de mettre de ta poche en ads pour y parvenir ou pas? Ah non, jamais. Non, je garantis pas de vue. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un objectif, par exemple, de dire 10 000 abonnés. Et tu vois, certains de nos clients, ils disent, OK, moi, je voudrais atteindre 10 000 abonnés. Moi, je lui dis, OK, je pense qu'il y en a pour 3 mois et demi environ. Tu vois, je fais mon pari en me disant, OK, ce que j'ai choisi comme stratégie pour lui, comment on va la mettre en place, que j'estime qu'on va avoir comme résultat en fonction de ce qu'on a fait avec d'autres clients et en fonction du marché spécifique du client. Et je me dis, OK, disons qu'il y en a pour 4 mois de travail. Donc, je lui dis, voilà, la facture, c'est 4 mois de travail. Et si on le fait en 3 mois, le client, il est trop content parce que de toute manière, on a atteint l'objectif. Mais si on le fait en 5 ou en 6, bah, c'est moi, du coup, qui mets de ma poche du temps de travail et du temps des équipes. Mais je ne refacture pas ce qui dépasse au client parce que, entre guillemets, c'est moi qui ai fait l'erreur de jugement. Donc, je préfère faire ça et travailler plus longtemps, quitte à baisser mes profits, plutôt que d'essayer de compenser comme certains le font en boostant la publication pour faire croire au client qu'il a fait 1 million de vues juste parce qu'il a mis 150 € de pub et que le client ne comprend pas vraiment comment fonctionne la plateforme et les pratiques, tu vois. D'accord, ok. Ouais, en effet, c'est un petit peu le cheat code. Et parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Et il y en a qui sont pas sincères sur ça aussi, tu vois. Qui viennent dire « Oh, on a fait 1 million de vues !» Et normal, tu vois, genre dans le budget des vidéos, ils pensent, eux, dans leur facturation, à dire « Bon, on va mettre 50 € sur chaque vidéo, comme ça, il va être trop content et on va pouvoir le signer sur 6 mois, tu vois. » Je peux pas me regarder dans la glace si je fais ça. Et je trouve ça infect. Parce que quand ça fait ça, et je le vois sur certains des concurrents que je tairai le nom, les commentaires qui arrivent, eux, en tant que prestataires, ils suppriment les mauvais commentaires qui sont arrivés par du paid, des gens qui sont pas dans la niche ou qui sont totalement contre au contenu ou qui sont parfois juste des trolls et des haters, et ils les suppriment pour faire croire que on a eu 1 million de vues mais on a eu que 34 commentaires, je comprends pas, tu vois. Et 34 commentaires et puis que des positifs en plus. Et ça moi j'ai beaucoup de mal. Ok. Alors, moi étant full ads, clairement, je peux recommander quand même de faire de la génération d'abonnés dans un cas particulier. Je l'ai présenté en vidéo quelques fois où en fait, tu vois, tu as un compte qui a 0 abonnés et tu peux avoir envie d'avoir ne serait-ce que le lien cliquable dans la description. Je parle de TikTok. Ah mais ça je suis entièrement d'accord. Mais ça pour moi, je crois que je fais la différence et je ne l'ai peut-être pas mentionné. Je fais vraiment la différence entre du paid, qui est pour moi une stratégie de marketing avec de l'acquisition, avec un return on ad spend, etc. Tu vois, vraiment très data, très chiffré. Et le boost, qui est juste un coup de carte bancaire sur une vidéo pour augmenter les chiffres et faire croire au client qu'il a fait 1 million de vues. Tu vois. Je peux te piquer l'expression le coup de carte bancaire parce que je la trouve très belle. Vas-y, fonce. Mais ça, tu vois, c'est très très clair dans ma tête et ça l'est peut-être pas dans ma manière de l'expliquer, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des comptes sur lesquels on peut faire des stratégies paid qui sont très valuable avec certaines vidéos qui vont essayer de faire du drive vers le profil et d'amener vers les autres contenus qui ont été faits en organique, etc. Mais de publier une vidéo en organique sur le compte de tes clients et sans lui dire de mettre un petit coup de carte bancaire sur le dos et lui faire croire que les résultats sont dus à sa belle voix et à son bon contenu alors que c'est juste grâce à quelques euros que tu as mis,
Ça, moi, j'ai du mal sur le boost. Bah, après, le côté marketing et paid, je ne le connais pas assez, donc j'en parle pas. Mais t'inquiète, il y avait aucun amalgame, c'est juste moi qui n'avais pas assez contextualisé ma question, je ne faisais que Non, mais préciser. je préfère être clair là-dessus parce que c'est vrai que je parlerai pas du côté paid parce que je ne le connais pas et je ne le pratique pas assez. Au-delà de délivrer des créas pour certains partenaires qui font du paid en fonction de le call to action, la longévité, faire des différents formats, tu vois. Moi, la technicité de la distribution du paid, c'est pas notre expertise. Ok. Justement, revenons à ton expertise, parce que si je me fie au site web, contenu multiplateforme, avec, on va dire, 3 piliers, mais bon, peut-être qu'il faut le comprendre, peut-être que tu vas nous expliquer ça un petit peu mieux. Personal branding, j'ai envie de dire, c'est classique, tu as un compte, tu as envie de le faire grossir, quoi, pour vulgariser. Podcast, et on en parlera juste après. On filme un podcast, t'en as un, je pense que c'est évident qu'on va en parler. Et du contenu que j'ai appelé un petit peu corpo, destiné aux entreprises. Donc c'est en gros ça ce que vous faites ? Exactement. Le premier contenu, ça va être... tu vas avoir en fait le personal branding. C'est un peu pour avoir les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps. En fait, j'utilise ce terme, mais je sais pas si c'est très compréhensible par tous, mais c'est vraiment c'est ghostwriter vidéo, tu vois. Tu avais le truc des ghostwriters LinkedIn qui vont te trouver des idées, t'écouter, t'écrire des posts que tu vas valider et poster. Ben, nous, c'est pareil. Je te mets sur une chaise devant 3 caméras, je parle avec toi pour essayer de tirer les vers de ton nez, des meilleures histoires, de la meilleure manière de les raconter, et ensuite j'en fais des formats courts pour tes réseaux sociaux. Par contre, moi, ce que je déteste, c'est les fausses interviews de 3/4 où on a l'impression que tu parles à un truc inspirant, machin, et les gens qui font semblant de se faire interviewer. Je préfère des gens qui parlent directement à la caméra de manière très sincère, quitte à faire moins de vues. Du coup, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est podcaster. Et en fait, dans le podcaster, c'est un peu plus les créateurs de contenu de manière générale. Tu vois, on accompagne des youtubeurs, on accompagne des streamers qui nous envoient leurs 4 heures de rush en disant putain, je viens de streamer 4 heures de League of Legends, est-ce que vous pourriez me sortir les meilleurs moments, me faire des clips, les publier pour moi, parce que là, je suis rincé à la fin des 4 heures. Et on reprend leurs clips sur Twitch, on peut reprendre leurs vidéos YouTube. Des fois, on a des youtubeurs qui arrivent et qui disent j'ai 350 vidéos sur ma chaîne YouTube, est-ce qu'on pourrait pas les réutiliser pour redrive du trafic vers ces vidéos-là, Ok. tu vois. Et donc, il y a tout ça. Donc, l'offre du centre, c'est créateur de contenu de manière générale. Et effectivement, les podcasteurs tombent dedans, où ils nous envoient leur heure d'interview et on en prend les meilleurs moments pour faire des clips viraux sur les réseaux. Et la dernière, le côté plus corpo, on va avoir de la mise en place de live event, tu vois, on arrive avec notre matériel audio, vidéo pour pouvoir faire un webinaire avec plusieurs caméras. On peut faire des podcasts d'entreprise, on peut faire la couverture d'un événement où on fait juste des plans de coupe pour faire une belle petite vidéo corpo sur leur événement annuel. Voilà. Et on va aussi avoir une stratégie employee advocacy. On va prendre, j'adore cette expression, mais on va prendre le mec le plus drôle de l'open space ou le mec le plus intéressant de l'open space de nos clients et on va le faire parler sur l'actu de la boîte, ce genre de choses pour faire du contenu sur les réseaux qui n'est pas habituel, pour eux en tout cas. Ok. Je tiens à dire en toute transparence que ce week-end, j'ai testé 2 formats auxquels je ne suis pas habitué. Le premier, c'est micro-trottoir. Je me suis éclaté à faire ça. Ça, c'était samedi. C'est génial. Et le lendemain, j'ai fait des fake interviews. Je me suis prêté au jeu et j'ai interviewé quelqu'un. En mode test and learn, hein, d'accord ? Ouais. Moi, j'aime cette démarche. Donc, je respecte ton point de vue là-dessus. Mais franchement, c'était stylé. Et en fait, ce que j'aime bien de ce format, c'est que tu peux déjà te focus sur une personne et tu as la personne en face sur laquelle t'appuyer. C'est un peu comme un podcast, mais après, bon, c'est plus simple unipersonnel, quoi. J'ai fait aussi une vidéo, tu vois, je fais la vidéo où je dis que je trouve que les fake interviews, c'est un peu prendre les gens pour des cons. Et je dis aussi que la vidéo, c'est difficile de parler à une boîte en métal. Et c'est vrai. Mais ce que je trouve dommage, c'est de faire une fake interview. Plutôt faire... si tu as les moyens de faire une fake interview, je parle pas de toi spécifiquement, mais si les personnes ont les moyens de faire une fake interview, c'est qu'ils ont les moyens de faire un podcast, même de un épisode, même une vidéo de 1 heure sur YouTube, tu vois. Mais je trouve ça dommage
s'il y a vraiment quelqu'un derrière la caméra avec qui tu es en train de discuter, de minimiser cet effort-là où c'est une vraie discussion humaine, naturelle, transparente, en essayant de mettre des logos et des barrières à tout ça. Mais c'est vrai, c'est mon avis perso et moi, je ne le propose pas à mes clients en tout cas. J'essaye de les retirer de ça. Tu ne te travestiras pas sur le sujet. J'ai du mal avec ça. Ok. Alors, j'avais une idée, mais elle m'est sortie de la tête. Par contre, il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Tu viens tout juste de reparler de podcast. Comme je le disais, on est en train d'en filmer un. C'est la magie du truc. Le podcast, peut-être en plus, c'est actuellement la porte d'entrée sur le contenu. Genre, t'en fais une vidéo YouTube, t'en fais un format audio, tu fais des extraits sur toutes les plateformes. Tu peux retranscrire ça sous forme de texte. Ces formes de texte, tu les encadres dans un tweet qui finit en photo sur Instagram. Et sur un contenu, finalement, tu as 100% de toutes les plateformes qui sont occupées. Parle-nous de ton podcast Almost Human. Alors, le podcast Almost Human, comme je t'ai dit, la démarche, c'est vraiment de devenir podcasteur pour mieux aider nos clients podcasteurs. Parce que je veux vraiment connaître leurs problématiques. C'est quoi le plus chiant pour eux à faire? Est-ce que c'est la découpe de l'épisode? Est-ce que c'est les formats courts? Tu vois, vraiment comprendre. Et j'ai la chance d'être avec Lou, qui est une consultante certifiée Notion et qui nous a fait tout un espace Notion avec l'IA qui est vraiment dingue, sur lequel on va mettre la transcription du podcast en audio, on va mettre le texte. Et ensuite, avec Notion AI, on a préparé une quinzaine de blocs IA. Et du coup, avec Notion AI, on a une quinzaine de blocs IA qui sont prêts pour en sortir un titre, en sortir une description, en sortir des tags pour YouTube, en sortir des tweets, des citations. Tout est prêt. Et du coup, avec ce podcast-là, j'ai une IA qui me permet de faire les découpes entre les plans de cam. Et ensuite, on a nos templates qui sont préparés. Donc, moi, je shoot 1 heure de contenu. Et j'en ai pour environ un quart d'heure, une demi-heure, si je suis à 200% mentalement, pour distribuer un post LinkedIn, 2 posts Twitter, des stories Instagram, une dizaine de formats courts pour les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vidéo YouTube, la miniature YouTube, la publication sur toutes les plateformes audio avec Spotify, Apple Podcast, etc. Donc ouais, en fait, en 2 heures de travail, ça me fait quasiment 1 mois de contenu, quoi. Et ça, c'est vraiment le game changer. Alors là-dessus, tu dois avoir des process de ouf, parce que moi, mon process, c'est beaucoup travailler avec mon alternante qui nous aidera à faire le montage de ce podcast et à le redistribuer. Mais il y a 2-3 trucs que je mets en place aussi. Vu que c'est un podcast notamment qui parle d'intelligence artificielle, que tu l'utilises pour le montage, pour le script, isoler les passages et tout, tu dois, ça paraît logique finalement que tu mettes ça à l'œuvre. Le premier épisode, je crois, du podcast, c'était avec Guillaume Moubèche. Ouais, c'est ça. J'avais vu un post LinkedIn de toi. Il y a un moment de ça où tu disais que tu avais assisté à une de ces conférences, je crois. C'est comme ça que tu l'as rencontré ou... Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là. 3 ou 4 jours avant cette conférence-là, on venait de rentrer plusieurs clients podcasteurs et on avait perdu un gros client podcasteur et je m'étais dit, ok, je comprends pas pourquoi. Et donc, il y en a qui étaient quand même attirés et il y en a qui étaient partis. Du coup, j'ai essayé de comprendre c'était quoi le point de flexion. Donc, je me suis dit, ok, je lance un podcast. 2 jours après, tout était pris, les noms, la DA, etc. Il était dispo sur Apple Podcast avec un enregistrement de test de 30 secondes, tu vois, pour pouvoir vraiment lock tous les usernames, etc. Et on va à l'événement de Guillaume. Et je lui dis, je viens de démarrer mon podcast avant-hier. J'ai grave envie d'avoir des invités sur l'IA, etc. Il me dit, nous, avec l'Empire, on va sortir une dizaine de fonctionnalités avec l'IA sur les mois qui suivent. Donc, j'ai besoin du plus de contenu possible autour de l'IA pour l'Emlist. Donc, si tu es là demain ou après-demain, on peut shooter. Et en gros, je suis rentré chez moi à Reims. J'ai repris de Paris à Reims. J'ai pris tout mon matériel audio, vidéo, etc. Et je suis revenu à Paris le lendemain ou le surlendemain. Et on a enregistré l'épisode 1 de Almost Human avec Guillaume. Alors,
c'est parfait ce que tu viens de me dire parce que juste retour sur ce que je disais, la fake interview, machin, c'est en gros exactement ce que j'ai fait. Donc, sans doute, on a des petites différences sur, je sais pas, le matos, notre manière de s'organiser ou quoi. Mais en gros, moi, j'ai un petit studio ici pour faire fake interview et tout, c'est pas terrible. J'ai pris ma lampe, j'ai pris 2 appareils photo, des trépieds, des alimentations continues, un bon micro. Et c'était parti, si tu veux, et tu arrives à faire un truc super comme ça sur place, vraiment en quelques minutes. Et en plus, je vois que toi, derrière, sur ton fond d'écran, là, à part la mouche qui vole, je rigole. Ouais, je la vois passer. Bah, j'ai l'impression que tu as un petit peu de matos sur ton bureau derrière, là, sur ton armoire. Genre, ça doit être quelque chose que tu aimes bien, tu es équipé pour toutes les situations, j'ai envie de dire, quoi. Ouais, j'ai quelques milliers d'euros de matériel, oui, on va pas se mentir. Mais tu vois, c'est mon investissement depuis toujours. Mhm. C'est que j'ai toujours mis tout dans le matériel, Je crois que je vais péter un câble avec la bouche. Il te manque juste un matos, tu sais, c'est la petite raquette électrique anti-mouche, Voilà, là. je crois que c'est ça, c'est mon dernier investissement, il ne manque que ça. Mais tu vois, j'ai un vrai matos vidéo pro. Mhm. J'ai tout de suite acheté des caméras de haut de gamme parce que je me suis dit que de toute manière, il fallait que ça suive, que ce soit pour les clients de l'agence, pour ce qu'on va shooter, ou que ce soit pour mes contenus à moi. Je voulais pas quelque chose qui pouvait être défaillant. Je voulais pas quelque chose qui va pas durer dans le temps ou où il faut que je rachète des lentilles. Tu vois, j'ai commit sur une marque, j'ai acheté le matériel qu'il fallait, etc. Malheureusement, là, on voit le clignotis parce que je crois que c'est en surchauffe à cause de la chaleur qu'il fait à Reims. Mais au-delà de ça, ah ouais, j'ai 4 caméras, j'ai une dizaine de trépieds, 5 lumières, j'ai un roadcaster, des micros, j'ai tout le matos qu'il faut. Et tout est prêt dans une valise à partir à n'importe quel moment. Et j'ai un setup local pour moi tout le temps qui est là. Et j'ai un setup tout le temps dans une valise prêt à partir, peu importe le type de shooting qu'on doit faire. Donc, en gros, toi, tu as l'expérience, le savoir-faire. Tu as aussi le matériel et les process, quoi. Mais pour en arriver là, bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain, on l'a bien vu ensemble. Retour sur les petits auditeurs qui sont en sueur de se dire c'est trop compliqué, le podcasting ça a l'air super simple, mais en fait il a 14 IA et puis il a je sais pas quoi. Toi, si tu avais des conseils à donner là pour un podcast naissant, des gens qui essaient de se développer, des trucs simples, ce serait quoi à mettre en place? Bah, ça tombe super bien parce que récemment, il y a des étudiantes dans l'école où j'étais, où je donne des cours maintenant aujourd'hui, qui m'ont demandé exactement ça pour le podcast. Mhm. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il faut pour le podcast? Il faut de l'audio et de la vidéo. Alors, il y en a qui vont te dire, ouais, le podcast, c'est que audio. Non, aujourd'hui, le podcast, tu fais de la vidéo pour avoir du contenu, pour qu'il soit découvrable et pas faire 3 écoutes sur Apple Podcast. Donc, il faut la vidéo aussi. L'avantage, c'est qu'en ayant la vidéo, tu vas avoir l'audio en même temps si tu achètes des micros qui vont. Donc, ce que je leur ai dit de faire, elles ont acheté un micro sur Amazon. Tu sais, c'est un petit clips que tu mets au cul du téléphone comme ça, ouais. et qui te permet d'avoir un petit micro avec une mousse au bout. Et si tu achètes la version du dessus, tu peux même avoir 2 micros. Et du coup, tu as 2 émetteurs et un récepteur qui est sur le téléphone. Si tu as un iPhone qui est au-dessus un téléphone qui est au-dessus de 2015, tu dois avoir de la 4K dessus. Et il y a juste à avoir un petit trépied avec un clip pour téléphone qu'on met en format horizontal et qui arrive à prendre les 2 interlocuteurs en même temps en 4K. Et avec ça, du coup, il y a le petit clip audio qui est branché sur le téléphone et les 2 interlocuteurs ont chacun le petit micro comme ça qui peuvent soit porter, soit clipser. Et il y a juste à appuyer sur record pendant 1 heure. Et ça y est, on a un podcast vidéo et audio en 4K avec un très bon audio dans lequel on peut crop pour faire des formats courts et dans lequel on peut avoir le plan large, un plan zoomé sur la personne 1 et un plan zoomé sur la personne 2 pour le format YouTube. Donc avec 40 € d'investissement dans un micro et peut-être 20 € dans un trépied et un clip pour téléphone, et ceux qui ont déjà une ring light, vous avez tout ce qu'il faut, on peut faire du podcast vidéo. Donc c'est pour ça que c'est ultra accessible, que toutes les entreprises devraient en faire un, même s'il faut un épisode tous les 3 mois, tu vois.
mais d'avoir du contenu, d'avoir cette démarche d'ouvrir la parole dans leur entreprise ou en tant qu'entrepreneur et de prendre le temps de faire une interview client, de faire une interview avec ses devs, de faire un live pour parler de la roadmap et d'avoir franchement ce format podcast qui est ultra accessible à tous pour un iPhone et 30 euros de matériel, 40 euros de matériel. C'est ce que j'ai préconisé à ces étudiants-là qui, au final, en une semaine, ont sorti leur premier épisode de podcast. Tu vois. Et d'ailleurs, je vais te citer ou te paraphraser. En gros, si avec la création de contenu, vous n'êtes pas déjà millionnaire, c'est de votre faute. Parce que avec quelques prompts, ChatGPT, vous pouvez faire facilement 10 000 euros par mois. Vas-y, c'est bien toi qui as dit ça, non? Ouais, ça c'est le début de ma vidéo qui fait un tacle au fake interview où je me suis fait beaucoup rire à la faire cette intro parce que je dis que si tu vends 10 000 formations à 10 euros, ça fait 1 million de dollars. Donc déjà le calcul est mauvais. Ensuite je parle en euros. 10 euros ça fait des dollars. Ça va terminer de rire aussi. Et aussi je parle à Alexa et je lui dis Alexa éteins la lumière et machin et truc et tout. Et du coup, ça casse le rythme et ça fait cette fake interview au début. Et ensuite, j'explique mon point de vue derrière. Mais aujourd'hui, tu vois, avec un chat GPT gratuit sur lequel tu mets la transcription audio et avec un téléphone et un micro à 40 euros, tu peux avoir un podcast qui fait 80% du travail. Mmh. Et c'est même pas 20% des efforts, c'est vraiment genre 5 à 10% des efforts, tu vois. Là, c'est vraiment ultra accessible. Bah, rien que ce que tu dis sur ChatGPT, je pense que je vais essayer de mettre quelque chose en place pour le mien, parce que là, on filme sur Riverside. Riverside, tu as la transcription, copier-coller. Ouais, déjà direct. Ouais, et je le fais là sur YouTube, sur Google Chrome, j'ai une extension là qui fait des résumés de YouTube. Mais ça, c'est trop bien, tu vois. Genre, tu as des vidéos qui durent 2 heures, tu sens que tu vas avoir de la value, mais tu n'as pas envie de te taper les 2 heures ou de les mettre en x2,5. Tu mets sur ChatGPT, il prend tout en 1 seconde et il donne point 1, point 2, point 3, point 4, point 5 et t'as fini. Tu vois, genre, tu peux passer à autre chose. C'est magique. C'est vrai. Cette vidéo satirique là sur faire des millions de dollars en vendant en euros là, je la considère pas ni comme une fake interview ni comme un podcast, mais plutôt de ce que j'appelle moi des one shot, des vidéos de la création de contenu un petit peu au quotidien, des formats uniques dédiés, on les appellera comme on veut, je sais pas peut-être ta terminologie. Et tout à l'heure, tu as dit un truc qui moi me choque et je veux dire j'ai de l'humilité quand je vois ça, c'est que en 15 minutes, tu es capable de faire une vidéo de 5. Genre, je trouve que c'est une vraie performance. Genre, déjà d'avoir l'idéation, de filmer et tout, d'arriver vite. Genre, comment t'en es arrivé à ce muscle créatif, tu vois? La période de 6 mois où j'étais en freelance avec tous mes clients 90 heures par semaine, je faisais ma création de contenu et celle pour les clients, en plus du taf pour l'autre agence. Et j'étais à un rythme de entre 3 et 5 vidéos par jour pour moi et entre 4 et 5 vidéos par jour pour les clients. Donc au final, tu vois, je faisais 10 vidéos par jour. Et quand je travaillais chez Darwin pour Netflix, PlayStation, etc., on devait sortir des centaines d'idées par semaine pour pouvoir faire le tri, en fait, tout bêtement. Hein. C'est de pouvoir avoir quelque chose à proposer au client et que le client puisse dire « Ok, ça c'est trop risqué, ça c'est pas assez, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire, ça on le fait tout de suite, c'est exceptionnel et ça on le fera dans 2 ans parce que ça va dans la stratégie, blablabla. » Et ça, c'est vraiment ce déclic-là qui me permet aujourd'hui d'être aussi rapide dans l'exécution, c'est d'avoir eu un muscle sur l'idée où toutes les semaines, peu importe de ma créativité, de si j'avais été inspiré le week-end, de ce que j'avais consommé avant comme contenu, il fallait que je sorte des idées pertinentes, activables pour un brief et des contraintes spécifiques avec client rouge, client bleu, client vert. Il fallait qu'il y ait toujours des idées dans la boîte qui soient prêtes à être utilisées et activables. Et ça m'a obligé à avoir une espèce de matrice qu'aujourd'hui j'utilise quasi instinctivement, où tu vois, je prends plus le temps spécifiquement de l'utiliser, mais en fait, c'est une espèce de grande roue où dedans, j'ai les mythes sur l'industrie, les leçons que j'ai tirées de telle industrie,
les traits qu'il faut avoir pour bien performer dans telle industrie, les traits qu'il ne faut pas avoir pour ne pas performer dans l'industrie, les formats qui fonctionnent, mon avis sur telle chose, le matériel qu'il faut pour tel résultat. Qu'est-ce qu'un bon résultat dans telle industrie? Qu'est-ce qu'un mauvais résultat? Et en fait, ça te fait une espèce de matrice qui, que ce soit la cuisine, ou que ce soit l'IA, ou que ce soit les social ads, tu pourrais, toi, dire, ça c'est un trait qu'il faut pour être bon en social ads. Ça c'est un mythe dans l'industrie des social ads que je veux casser. Ça c'est mon avis sur telle pratique dans les social ads. Et en fait, tu peux créer des centaines de contenus si tu as une bonne matrice et que tu vis dans l'écosystème dans lequel tu essaies de créer du contenu et que tu es passionné, tu connais et tu peux répondre à des centaines de questions. Et tout ça, ça en revient tout simplement au fait de est-ce que tu fais ça dans un domaine qui te passionne? Est-ce que c'est un domaine dans lequel tu pourrais parler 4 heures sans te rendre compte que tu as parlé 4 heures? Est-ce que tu as besoin d'un deck pour parler de social ads ou est-ce que c'est un domaine qui te passionne et sur lequel tu pourrais répondre à toutes ces questions-là que j'ai mentionnées en un claquement de doigts? Me concernant, je pense que social ads, je pourrais. Et d'ailleurs, sans t'avoir posé la question, mais ça me... j'étais curieux de ça parce que dans le podcast, tu disais justement, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on parle le côté ads et tout. Le podcast s'appelle Ultra Giga Cool. UGC, c'est presque de la sous-niche de la publicité. Donc, j'étais curieux de voir, même si derrière ce nom et la diversité des contenus, on arrivait à identifier une ligne directrice. Donc, toi, tu penses que, genre, quand tu as vu le podcast, tu t'es dit, c'est les ads dont on va parler aujourd'hui? Non, moi je t'ai découvert sur TikTok à la base. Ouais. Et j'ai vu tes contenus sur les pratiques de TikTok ads, etc. Ouais. Ensuite sur LinkedIn. Donc je sais que t'es social ads en free. Et du coup, ton podcast, c'est pas ton podcast, c'est toi. Tu vois. En tout cas pour l'instant. Et ça, du coup, c'est un truc super bénéfique parce que ça me permet de me dire, en fait, c'est le podcast de Gaëtan. Tu vois, plutôt que le podcast Ultra Giga Cool où j'ai pas forcément, tu vois, là tu m'apprends que UGC c'est Ultra Giga Cool. Ouais. Donc en fait, moi c'est le podcast de Gaëtan que je regarde et je sais que Gaëtan il fait des social ads, tu vois. Ok, je posais la question pas si innocemment que ça parce qu'en fait ce que tu as dit sur illustré par une roue avec différentes thématiques que tu fais un petit peu lancer comme la roue de la fortune, quel va être le truc d'aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et ben, je l'ai entendu de plusieurs créateurs qui utilisent ça, des gros, des moyens, et je trouve que c'est bien. Mais moi, si tu veux, je me posais deux questions. Une, c'était est-ce que, ça va pas saouler mon audience que je parle toujours de la même chose? Bon, tu as un petit peu la réponse dans la question. Si tu diversifies, tout simplement, tu changes l'axe par lequel tu attaques le contenu. Et aussi parce que je sais plus, mais c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. C'était pas l'objet de ça. Par contre, je reviens juste sur ce qu'on se disait sur le montage. Sur le fait que tu faisais beaucoup de contenu et que même récemment là tu t'es lancé dans un challenge où tu faisais 1 mois de contenu, mais finalement j'ai envie de te dire ce challenge c'en était pas vraiment un pour toi, tu savais déjà le faire, quoi. Ouais, non. Là, en fait, pour finir la partie sur le nombre de vidéos et être capable de le faire en 5 minutes, c'est que les idées, du coup, je les capture sur une appli qui s'appelle Todoist. Tout en haut de mon téléphone, tu vois, j'ai ma liste là. Mon tel, il n'y a que ça. J'ai mon Notion et j'ai ma Todoist. Et du coup, ça me fait... Même applique-toi. Je capture mes idées là-dedans avec les tags corrects. Et ensuite, j'ai mon automatisation qui les range dans une base de données sur Notion. Et ce qui fait que quand j'arrive ensuite sur Notion, j'ai juste à les catégoriser. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un trait de l'industrie? Est-ce que c'est machin? Et dans les pages Notion, j'ai plein de blocs IA qui me permettent de sortir, par exemple, des stats ou des bullet points ou un titre ou des accroches qui me permettront, au moment de shooter, d'avoir un peu des éléments dans la page Notion pour faciliter le tournage. Tu vois. Et ce contenu, hormis quantité, qualité, etc., hormis les vues finalement, tu vois, on fait du contenu. Toi, par exemple, le podcast, ça a été pour solidifier ton offre auprès des clients. Moi, ça a été un peu pareil sur du TikTok Ads par ailleurs. Mais au final, on fait toujours ça pour les clients, quoi.
En ce qui nous concerne, généralement, c'est plutôt pour ça qui nous sert le contenu. On aime bien en faire. Moi, perso, j'adore faire du contenu, mais j'adore aussi signer des clients. Donc, est-ce que toi, le fait de continuer de faire des challenges, de publier à fond, c'est ça qui t'amène des clients aujourd'hui via Pilea, ou genre la demande, elle est tellement forte que ça arrive naturellement? Comment ça se fait aujourd'hui? Bah là, aujourd'hui, le challenge que tu mentionnes, la Snack Factory, c'était pour vraiment tester. Aujourd'hui, je peux pas prétendre donner les meilleures stratégies et aider de la meilleure manière mes clients si je garde un truc d'il y a 6 mois et que je leur file à tout le monde parce qu'on sait à quel point ça tourne vite et ça change. Du coup, je teste des formats, des manières de faire, des accroches dans tous mes contenus perso, peu importe des résultats parce qu'au final, je m'en fous que ça fasse 3 vues. Ça me permet juste de comprendre que ça fait 3 vues ce genre de format-là pour le tel type de profil que j'ai. Et du coup, quand j'envoie ça, quand je fais des stratégies aux clients, j'ai du backup data plutôt que juste du feeling, tu vois. Et pour la partie acquisition de clients, je pense qu'on doit être à 90% en bouche à oreille aujourd'hui. Et tu vois, j'ai testé du paid, j'ai testé le contenu en mode podcast, je vais parler de création de contenu sur TikTok, etc. Ça m'a rapporté 0 client, alors que le contenu, il est de qualité, il est pertinent, il est dans la niche, etc. Mais en tout cas, sur TikTok, je suis identifié IA, ou en tout cas, ce compte-là, il est identifié IA. Donc, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais c'est juste un learning comme un autre, hein, tu vois. Quand on fait 5 vidéos par jour, des fois, au final, d'avoir une série qui ne marche pas, c'est vraiment accessoire. Ça permet juste d'avoir un learning. Et en fait, là où j'essaye de focaliser mon truc au niveau acquisition client, c'est de under promise over deliver, c'est-à-dire que je leur dis vous l'aurez lundi et ils l'ont le vendredi d'avant, ou je leur dis on va publier la vidéo YouTube, et puis sans leur dire j'ai retravaillé l'outro pour qu'elle soit meilleure, j'ai mis plus de montage, j'ai fait une meilleure miniature, tu vois, et de me dire que je veux fidéliser les clients que j'ai. Et du coup ça fonctionne parce que c'est ces clients-là que j'ai et que je chouchoute qui m'apportent mes nouveaux clients. Ok, bah c'est top, c'est top. Bon, le contenu, on continuera à en faire, toi et moi. Bah, la preuve, on est en train d'en faire malgré tout. Mais c'est par passion et sans arrière-pensée, tu vois. Quand je fais un TikTok et qu'il ne fait pas de vues, je me gratte pas les veines, tu vois. bah, J'en ai rien à faire parce que je fais ça dans une démarche d'essayer de comprendre et je parle d'un sujet qui me fait kiffer. Et même, tu vois, si j'ai les que 3 ou 4 fans que j'ai, qui sont sur mon Discord, avec qui on parle tous les jours en DM, etc., qui répondent à mon TikTok, moi ça me suffit, parce que c'est pour eux que je le fais. Alors si ça intéresse d'autres gens, c'est génial, mais au final, quand je fais un TikTok qui parle de tel sujet sur l'IA, tel outil qui vient de sortir, si j'ai un de mes 3 ou 4 fans que j'adore, avec qui travailler et avec qui discuter sur le Discord, qui me dit « Oh mais je connaissais pas, c'est génial, je suis super content, tu m'as aidé », et si j'ai aidé une personne dans la journée, ça me va très bien, même si mon contenu il fait 3 likes. Et puis sans doute que plus tu crées de contenu, finalement, moins tu t'attaches aux résultats parce que tu n'as plus le temps en fait, de faire les analytics, quoi. Et ben, au-delà de plus avoir de temps pour les analytics, je crois que c'est aussi un shift de mindset de se dire j'ai pas des objectifs de résultats, j'ai des objectifs d'output. Oui. C'est-à-dire que je vais pas attendre 1 million de vues, je vais dire il faut que je publie une vidéo par jour. Parce qu'une vidéo par jour, bah ça j'ai la main dessus. C'est mon temps, c'est moi qui suis responsable, il n'y a que moi qui peux le faire. Alors que 1 million, ça peut être l'algorithme, l'audience, l'heure, la chance, peu importe. Et ça, c'est très très nocif de se juger sa propre valeur sur des résultats sur lesquels on n'a pas la main, quoi. Ouais, ça, je suis totalement aligné sur cette philosophie. J'essaie quand même de garder un œil critique sur mon contenu pour me dire, bon, objectivement, sans que ça me fasse mal au cœur, bon, ça a merdé, écoute, passons à autre chose. mais ouais, publier régulièrement et pendant une longue durée, et je crois qu'il n'y a rien de mieux à faire, quoi. Pour ça, il faut juste aimer ce qu'on fait, et j'ai l'impression que c'est le cas à toi et moi, donc écoute, c'est beau. J'aime bien finir sur des belles paroles un peu poétiques comme ça, mon épisode de podcast. Je crois que c'est tout trouvé. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Bon, ça, pour chaque fin d'épisode de podcast, j'ai pour habitude de me tourner une dernière fois vers mon invité. Est-ce que peut-être, tout simplement, déjà, il y avait un truc sur lequel tu aimerais qu'on revienne avant que
Je te laisse le mot de la fin. Tiens, je voulais bien répondre au truc de faire une vidéo en 5 minutes. Oui. Parce que je sais que ça suscite très souvent des doutes et du mytho et blablabla. Alors, la stack que j'utilise pour faire une vidéo en 5 minutes, c'est Todoist, où je capture mes idées dans le métro, et Notion avec une database où j'ai mes idées qui sont avec l'IA automatiquement bullet pointisées, où j'ai des datas, etc. à l'intérieur de la truc. Donc, quand j'ai envie de shooter, j'ai ma caméra qui est là, qui est directement connectée avec un Camlink à mon PC, ce qui fait que je passe pas par une carte SD, export, formatage et tout ça. Tout ça, c'est une perte de temps. Donc, ça va directement dans un logiciel qui s'appelle OBS, qui permet d'enregistrer son écran. Et du coup, je fais une scène verticale où je mets directement le traitement de couleur dans OBS. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire en montage. Et j'enregistre en reprenant ma prise du début. C'est-à-dire que là, tu vois, je viens de louper ma phrase en reprenant ma prise du début, tu vois. Et comme ça, je peux juste garder ça. Et ensuite, j'utilise un logiciel qui s'appelle Recut, R-E-C-U-T. C'est un one-time payment qui coûte 100 balles. Mais par contre, tu mets ton MP4 dedans, ça détecte les pauses et tu as juste à faire supr sur les loupés. Et hop, ça te fait le truc et ça te le réexporte en MP4. En 15 secondes, je peux dérusher mon rush de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et ensuite, ce truc-là, je le mets sur mon iCloud photo, sur mon Windows, enfin sur mon PC Windows, je le drop dans le iCloud photo que j'ai connecté. Il arrive directement sur mon téléphone et je fais les sous-titres avec une appli qui s'appelle Caption. Et je le poste. 4 minutes, 5 minutes. Si tout va bien, si c'est une vidéo longue qui fait 2-3 minutes, ça peut aller jusque 10. Mais sinon, j'ai vraiment le truc le plus rodé du monde, quoi. Putain, c'est ouf. Alors, là, je suis sur Camlink aussi. J'ai à un moment fait comme ça, enregistré directement depuis OBS et tout. Je trouve que c'est un gain de temps. Mais je trouve que la qualité était un petit peu en deçà de l'enregistrement direct sur la carte SD. Par contre, il y a un truc que tu as dit qui m'intéresse. Tu appliques du color grade directement dans OBS. Genre, Ouais, tu filmes en log, un truc comme ça? Là, je filme juste, tu vois, je mets le profil de couleur normal et puis je baisse un peu la saturation et le contraste à la main parce que le log, c'est trop lourd pour le format HDMI et du coup, tu n'as pas vraiment t'as pas vraiment la liberté des couleurs. Et ensuite, sur OBS, tu fais clic droit, filtre et ensuite, dans les filtres, tu peux aller chercher des LUT et tu peux appliquer de la luminosité, du contraste, de la couleur, des LUT. Et moi, j'ai fait mes LUT sur Premiere, j'ai parfaitement fait le truc à partir d'un screenshot que je voulais. Et ensuite, j'ai gardé, tel LUT, il était à 22%, tel LUT, il était à 14%. Et ensuite, je suis retourné sur OBS et j'ai remis les filtres exactement pareil que sur Premiere. Une dernière question, parce que tu as dit que tu étais sur Premiere Pro, que tu faisais de l'IA pour découper le podcast. Tu utilises Autopod, j'imagine? Ouais. Ça marche bien? C'est une dinguerie. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. Et je suis je crois que je suis le 14e abonné à Autopod. Et du coup, j'ai le mail direct du fondateur et je lui envoie à chaque fois que j'ai un bug technique. On a mis un drive en place entre lui et moi où je mets des rushs. Parce que quand on dit, tiens, j'ai eu un bug technique sur tel truc, il veut avoir le fichier Premiere, la version, le rush pour voir comment adapter. Et du coup, je lui drop tous mes fichiers Premiere à chaque fois que j'ai un bug. Et il corrige, il adapte, il prend trop bien les feedbacks. Et je pense vraiment qu'il a créé un SaaS de dingue. Et il se rend pas compte l'ampleur du truc qu'il a fait là. Est-ce que tu pourras lui demander si ça arrive bientôt sur DaVinci Resolve? Parce que... non, je crois pas. Il a rien de prévu là, il fait full Premiere. Ok. Bon, écoute, Jean-Baptiste, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté à moi, aux auditeurs qui auront le plaisir d'entendre cet épisode de podcast. Pour la fin de cet épisode, je te propose tout simplement de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que je l'ai noté plein de liens, mais j'aimerais que tu puisses nous dire quels sont ceux sur lesquels tu aimerais qu'on aille te rencontrer. Vous pouvez aller sur TikTok, @Jamba, GENSBAS. Et on peut se retrouver sur LinkedIn, Jean-Baptiste Roger, ou alors le site de l'agence, cepilea.agency. Et encore désolé pour le clignotement de caméra, je crois qu'elle est en PLS à cause de la surchauffe. Non, en vrai, c'est bien que tu dises ça, parce que s'il y a des gens qui hésitent encore à aller regarder la version vidéo du podcast, aller regarder Jean-Baptiste qui clignote.
Il a mis un filtre disco sur son OBS, ça s'en rend ça, compte. Bon, merci Jean-Baptiste et puis à une prochaine. Ciao. Merci Gaëtan, à plus.